Voilà, donc on est dans le chapitre toujours sur les onduleurs, mais on va regarder une autre technique de modulation qui est la modulation PWM pour Pulse Width Modulation. Donc c'est une modulation qui a déjà été présentée dans le chapitre sur le hacheur, mais qui va trouver tout son sens ici, parce que l'idée c'est bien de modifier la largeur d'impulsion à l'intérieur d'une période pour essayer de reproduire une tension sinusoïdale. Donc le principe a déjà été évoqué, donc on va travailler avec un rapport cyclique qui est variable, ici on a un petit rapport cyclique et puis il est de plus en plus grand, et vous voyez qu'en faisant ça on arrive à faire un quart de la période sinusoïdale voulue. Donc si on essaie de projeter ça maintenant sur une période complète sinusoïdale, il suffit d'augmenter le rapport cyclique, puis de le diminuer, et puis de le réaugmenter mais en faisant des basculements entre moins U et 0. Et puis on rediminue le rapport cyclique. Donc en fait c'est le même principe que le hacheur 4 cadrans, sauf que on a travaillé d'abord sur une période qui fait pour du 50 Hz 20 millisecondes, qu'on passe d'un cadran à l'autre 10 millisecondes puis 10 millisecondes à l'autre cadran, et par rapport à la commande pleine onde qui a déjà été évoquée, vous voyez qu'ici on n'a pas travaillé avec un rapport cyclique constant ni même la pleine onde qui est toujours là, donc ça c'est important. La fréquence vue par le moteur, ce sera toujours la fréquence qui est liée à la période entre là et là. Mais on a réalisé un découpage supplémentaire, non pas un rapport cyclique constant comme on avait vu dans le chapitre précédent, mais avec un rapport cyclique variable, petit, grand, puis petit, grand, de manière à essayer de limiter le contenu harmonique que nous proposait la commande pleine onde avec une commande carrée. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de cette technique PWM. Alors bien sûr ici c'est un onduleur de tension, donc les états de tension seront toujours 0 plus U ou moins U. Mais par contre si vous regardez en moyenne ce qui est vu par le moteur, on peut imaginer que le contenu harmonique du signal en bleu ici est relativement réduit. Et donc on peut imaginer que le moteur, ce qu'il va percevoir, si la fréquence de découpage est suffisante, il va percevoir le signal comme étant le signal rouge, c'est-à-dire en réalité la fondamentale dans la décomposition en série de Fourier du signal bleu. Alors, comment générer ce PWM? On l'avait déjà vu aussi sur le chapitre sur le hacheur. On va comparer avec un signal qui est triangulaire, mais ça peut être aussi une dentille à gauche ou à droite. Donc ici c'est un exemple de signal triangulaire où on va comparer le signal de tension et fréquence voulue, donc une sorte de consigne, sous la forme d'une tension de commande. Donc on est à très basse tension. Si on veut du 400 volts, on va pas avoir un signal triangulaire à 400 volts. On pourra par exemple du 0,3 volt 3, très utilisé par exemple au niveau des processeurs, et puis on aura ici un signal qui va varier aussi entre moins 3 volt 3, entre 0 et 3 volt 3 ici aussi. Donc la fréquence de découpage est liée à la fréquence de du signal modulant. Donc le signal modulant qu'on appelle aussi la porteuse, qui est ici donc le signal triangulaire, et puis le signal de référence, et on compare les deux dans un comparateur. Si le signal triangulaire par exemple ici est plus petit que le signal de référence qu'on aimerait bien avoir, on va avoir plus U. Si le signal triangulaire est supérieur, on aura 0, et ainsi de suite, pour pouvoir modifier le rapport cyclique assez rapidement. On parle du taux de modulation, donc le taux de modulation c'est la fréquence de découpage sur la fréquence de référence, donc c'est la fréquence du signal bleu sur la fréquence du signal rouge, et on peut avoir un taux de modulation assez important, donc il serait lié à une fréquence de découpage assez importante, mais il faut quand même toujours se rappeler qu'on est limité par les pertes par commutation, lorsque vous découpez à haute fréquence, par la vitesse de commutation des semi-conducteurs, qui n'est pas non plus instantanée. Il y a aussi le fait que plus vous découpez dans votre signal, plus vous allez réduire la tension maximum souhaitée. Et enfin, il y a encore la capacité du microcontrôleur, si c'est en digital, pour pouvoir suivre le calcul nécessaire qui serait là derrière. Alors on parle aussi de PWM asynchrone ou synchrone. C'est en fonction de
si la fréquence de la porteuse est un multiple de la fréquence du signal de référence ou n'est pas un multiple. Donc on parle de modulation synchrone ou asynchrone, mais ça c'est un détail. Alors voilà un petit exemple encore ici, sur une charge RL, pour essayer d'établir l'allure du courant. Donc on sait que c'est un onduleur de tension, donc ici on a, c'est encore une variante, on voit qu'on va travailler entre moins 1 et 1, donc entre moins la tension DC et plus la tension DC. Alors que au slide précédent on travaillait entre 0 et plus U ou 0 et moins U, d'accord, donc c'est les deux variantes de nouveau. Si on veut essayer d'établir l'allure du courant, c'est toujours le même principe. Quand la tension maximum ici sera appliquée, la tension DC, on va avoir un courant qui monte exponentiellement avec une constante de temps L sur R, L et R étant les paramètres de la charge, et qui va grandir ici vers U DC sur R. Et puis si jamais on est dans une technique où on bascule entre plus U et moins U, le courant va diminuer avec une constante L sur R, exponentiellement vers une valeur de moins UDC sur R. Donc moins la tension continue sur R. C'est toujours la même chose que dans les autres chapitres. Donc finalement l'allure du courant, voilà, il oscille. On voit qu'il y a un ripple, le courant n'est pas parfait, il y a une certaine ondulation de courant qui serait bien d'essayer de minimiser autant que possible. Et on voit très clairement l'allure sinusoïdale du courant, à part ce ripple de courant là. Alors ici vous demandez par exemple avec le potentiomètre une tension plus faible, vous réduisez la tension souhaitée en amplitude. Vous voyez que la fréquence est la même, donc vous voulez un signal de sortie qui a la même fréquence mais qui a une tension plus petite. Vous avez un taux de modulation de 15, donc ça veut dire qu'il y a 15 périodes triangulaires dans le signal de référence. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme vous êtes sur une charge RL, vous émettez une tension plus petite, vous allez avoir un courant aussi qui est plus petit et qui a toujours cette ondulation de courant. Vous pouvez faire la même chose en triphasé. Donc voilà l'exemple en triphasé où on voit que les trois signaux de référence sont comparés par rapport à un seul signal triangulaire. Et on va retrouver bien sûr tous les niveaux de tension qui ont été établis dans la commande pleine onde. C'est la même chose. La seule différence, c'est que vous voyez que les rapports cycliques sont variables. Et donc vous retrouvez bien ici des tensions de sortie par rapport à la masse de l'onduleur, donc c'est par rapport à ce point-ci, qui serait un peu les équivalents des tensions de gate qu'on avait obtenues, qu'on peut prendre, comme on l'avait dit dans le chapitre précédent, soit par rapport au point milieu, soit par rapport au moins. Ici elles sont prises par rapport au moins. C'est une technique à 3T on. Il y a trois interrupteurs qui sont fermés en permanence. Et vous allez retrouver ici les trois tensions par rapport à ce moins. Et puis vous avez ici une tension de ligne avec des passages à plus UDC 0 moins UDC. Et puis vous allez avoir ici les tensions de phase avec des niveaux à 2 UDC sur 3 et UDC sur 3. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes paliers, mais avec un rapport cyclique qui est variable. Et donc voilà le type de signal que vous allez pouvoir relever lorsque vous avez par exemple un onduleur sur un véhicule électrique par exemple à partir d'une batterie, que vous retrouvez aussi dans une commande PWM si vous êtes dans un variateur de fréquence, qu'on verra un peu plus loin, ou dans le variateur de fréquence il y a aussi un étage onduleur, et donc l'étage onduleur travaille en PWM. Alors quand je dis on le voit, ça dépend de la fréquence de découpage. Si vous prenez par exemple l'IPOS chez Maxon Motor, qui est un onduleur qui va travailler à 50 kHz, il faut pour le voir un oscilloscope qui soit très très performant. Vous imaginez que c'est 50 kHz, donc c'est 50 000 périodes de découpage par seconde. D'accord, donc ce n'est pas la fréquence du signal, vous pouvez très bien faire un signal 50 Hz, mais en découpant à l'intérieur à 50 kHz. Ouais. Dans ces cas-là, il y a très peu d'oscilloscopes qui seraient capables d'aller relever de manière claire le signal de tension à la sortie. Donc on proposera au laboratoire des dispositifs qui ont des fréquences de découpage un peu plus réduites. Parfois c'est réglable aussi sur certains dispositifs pour pouvoir le visualiser même avec un très bon oscilloscope. Alors quelques petites définitions, compléments par rapport à une technique PWM classique.
La première, c'est le contrôle par hystérèse, qui est une variante de la technique PWM qui compare un signal triangulaire avec l'onde de référence. Ici, on va essayer de maintenir le courant dans une enveloppe, donc à l'intérieur de l'enveloppe ici, et ce qui va donner le changement de tension, donc soit le plus UDC, le moins UDC ou le 0, c'est l'intersection avec l'enveloppe. Donc c'est-à-dire que si le courant à un moment donné touche l'enveloppe supérieure, alors on fait un basculement vers le bas. Donc les interrupteurs dans l'onduleur switch vers le bas, mais non plus suite à la comparaison d'une porteuse et d'une triangulaire, mais plutôt avec intersection avec l'enveloppe. Donc c'est un contrôle, si vous l'avez bien compris, sur le courant, d'accord, alors que dans le cas précédent, avec la porteuse, on comparait la tension. Lorsque le courant va atteindre l'enveloppe inférieure, hop, on fait un switch, on remet le plus UDC pour refaire monter le courant. Et puis il retouche au-dessus, on remet le niveau de tension inférieur pour refaire descendre le courant. Donc ça reste bien un onduleur de tension parce que les états c'est toujours plus UDC ou moins UDC. Mais par contre on regarde sur le courant et on compare non plus avec une porteuse triangulaire mais avec ici une enveloppe. Donc voilà ici un petit exemple. Ici vous avez donc le courant de référence. On va comparer ça par exemple avec l'enveloppe et on va essayer de maintenir l'écart dans une certaine enveloppe ici pour pouvoir donner les impulsions sur les interrupteurs. Donc c'est une variante de la technique PWM classique et c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi la modulation delta parce que elle va traiter l'erreur delta, donc la différence entre le courant de référence et le courant qu'on voudrait avoir. Alors regardez la différence. Si vous voulez par exemple à la sortie de l'onduleur avoir une tension qui est imposée via une consigne ici, donc j'aimerais bien avoir la tension verte à la sortie de l'onduleur. Alors le problème c'est que le courant était quand même globalement sinusoïdal, mais par contre la tension elle est 100% carrée. Donc quand vous allez avoir le retour ici avec la mesure de tension, et vous allez la déduire de la référence, vous allez avoir ici un signal sinusoïdal moins un signal carré. D'accord? Donc ici il est carré. Et si vous faites la différence entre les deux, vous regardez le delta, vous allez obtenir le signal bleu qui est ici. Et le problème, c'est que dans un régulateur par exemple proportionnel, il faudrait pouvoir essayer d'annuler l'erreur. Donc on va réagir par rapport à l'erreur, et donc essayer d'annuler l'erreur entre la tension désirée et la tension mesurée. Bon, le problème ici, c'est que regardez votre signal bleu, vous allez jamais savoir l'annuler. Donc la proposition qu'on fait ici, c'est plutôt d'essayer d'annuler l'intégrale de l'erreur, c'est-à-dire en réalité une image de la moyenne. Et si vous faites la moyenne, vous intégrez le signal bleu, vous obtenez le signal rose ici, et on va essayer de tenir ça à 0. D'accord, donc c'est une modulation delta sigma, parce qu'on essaye d'annuler l'intégrale de l'erreur, et alors on pourra sortir derrière ici une technique PWM classique, on pourra réobtenir le signal de sortie ici. Et le signal de sortie, si vous comparez par rapport à ce que vous vouliez, voilà ce que vous vouliez ici en vert, voilà ce que vous obtenez ici en sortie, c'est bien ce qu'on voulait. D'accord? Bon, il est carré, mais ça vient de l'onduleur, on n'a pas le choix. Oui, donc ça c'est la modulation delta sigma, donc qui vient du fait que la tension varie ici en permanence sinusoïdalement, alors que la tension mesurée ne peut prendre que des valeurs discrètes. Et donc l'erreur n'étant jamais nulle, on va s'efforcer de minimiser la valeur moyenne. Et c'est pour ça qu'on sort l'idée de calculer l'intégrale de l'erreur et de faire en sorte que cette intégrale reste très proche de 0. Et une dernière définition que vous serez susceptible aussi de rencontrer, c'est ce qu'on appelle la SVPWM, la Space Vector PWM.
Alors ça c'est principalement utilisé pour piloter des moteurs à courant alternatif, donc on risque d'en reparler un peu plus loin dans les chapitres. Alors elle consiste à se dire que par rapport à mon onduleur, quand on dit on va basculer, donc ça veut dire que les interrupteurs vont switcher, mais finalement on ne peut jamais avoir que 8 configurations possibles. On ne peut pas avoir deux interrupteurs qui commutent, qui sont fermés en même temps sur un même bras. Et donc si je prends une technique 3T on, je peux avoir celui-là fermé et ces deux-là fermés et celui-là, 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 ces deux-là, celui-là, encore une configuration ici. Ça fait 6 configurations possibles. C'est les 6 états qu'on a déjà définis plus loin. Et vous avez aussi le cas particulier où les 3 interrupteurs du dessus seraient fermés. Ça pourrait marcher aussi, même si ça n'apporte rien comme tension de sortie. Et vous pouvez aussi avoir les 3 interrupteurs du bas qui sont fermés, même si ça n'apporte rien non plus. Donc ces cas-là sont de cas très particuliers. Alors, si vous regardez en termes de diagramme vectoriel, en réalité, chaque combinaison d'interrupteurs correspond à un vecteur. Donc par exemple, si ceci vous impose un vecteur ici, dans le plan complexe, ici vous avez la configuration 2, 3, 4, 5, 6, 6 configurations, et vous avez ici 2 qui donnent un vecteur nul puisqu'ils ne produisent aucun champ. Si vous voulez, vous pouvez un petit peu associer ça au champ tournant que produirait la combinaison lorsqu'on va alimenter ici les 3 bobines décalées de 120 degrés. Ok, donc 3 bobines décalées de 120 degrés, on les alimente sous une configuration et on obtient un champ total dans une direction. Ben ça représenterait le champ dans une direction dans les 6 configurations possibles. On est d'accord que si on fait ça, le circuit reste ouvert, là aussi, et donc il n'y a pas de courant à la sortie, donc il n'y a pas de champ. Donc le champ est nul, c'est les configurations 7 et 8. Alors la technique SVPWM, en fait, elle va essayer de dire, bah tiens, j'aimerais bien imposer mon champ, ici par exemple en rouge. C'est une combinaison de 2 états. Donc par exemple ici, l'état ici, la combinaison 3 et la combinaison 4. Ouais. Et éventuellement une combinaison où il ne se passe rien. Je peux aussi combiner avec 3 états. Et donc finalement, si vous laissez pendant un certain temps qui est lié au temps d'échantillonnage, cette configuration 3 et un certain temps cette configuration 4, bah, la somme des deux effets va vous donner un champ ici, dans le sens en rouge. C'est pour ça qu'on parle de vecteur d'espace. Et donc si après je veux basculer par exemple ici, bah, il suffit de mettre la configuration 3 pendant un certain temps et la configuration 4 pendant un certain temps. Oui, donc c'est une technique qui est très utilisée dans la commande des machines, qui est même préférée très souvent par rapport à la comparaison d'un signal triangulaire avec un signal de référence. Et son avantage, c'est sa facile implantation dans un microcontrôleur. Donc voilà, par rapport à une MLI classique qu'on appelle donc une PWM classique qu'on appelle intersective à porteuse triangulaire, centrée par exemple, ça c'est les noms qu'on va retrouver. Pour la commande que j'ai précisée au début du chapitre, une PWM classique, bah ici vous avez une SVPWM.